Après avoir évoqué quelques origines, quelques fondamentaux de l'organisation sociétale de la vie en milieu Bandjoun, et forcément, quand on parle du milieu Bandjoun, on s'imagine bien que cela est étendu à l'ensemble du peuplement bamileke, nous allons aujourd'hui scruter en quelques minutes le rôle de la femme au sein de cette société. Il faut surtout le rappeler, toute cette orchestration se fait sous la supervision du comité d'organisation du Simtodjom 2017 que préside M. André Siaka, bien évidemment avec la bénédiction de Sa Majesté Njomo Kamga Honoré, roi de Bandjoun. Et pour parler de cette autre thématique que nous avons choisi de mettre en exergue, nous avons une fois de plus sollicité le président de la commission culture et tradition de ce Simtodjom 2017, à qui nous souhaitons la bienvenue dans cet autre espace que nous avons réservé à cet instant culturel et traditionnel. Monsieur Nono, soyez la bienvenue. Je vous remercie et je vous salue une fois de plus. Alors, la femme, son importance, le rôle capital qu'elle joue dans nos sociétés traditionnelles est légendaire. Nous allons, à travers quelques facettes de ce rôle, entrer dans les méandres de la responsabilité ô combien importante de la femme dans nos sociétés. Alors, chez nous, la femme s'appelle Meuve. Mais l'homme ne s'appelle pas Tave. Meuve veut dire la mère de l'art. Mais l'homme ne s'appelle pas Tave. L'expression Tave n'existe même pas. Ça n'appartient qu'à la femme. L'homme s'appelle le gardien, le pilier de la maison. Le roi s'appelle le gargou, le pilier du royaume. La femme s'appelle Gardondien, le pilier du cordon ombilical. Vous voyez que des trois noms, celui qui est le plus puissant, c'est le nom de la femme. Alors, lorsque vous évoquez la relation de la femme avec le cordon ombilical, même si vous ne l'avez pas dit de manière explicite, on a envie de comprendre que la femme, finalement, serait comme l'élément névralgique sans lequel est l'homme, et même le roi n'aurait pas toute sa puissance. Nous ne voulons pas dire que la femme chez nous est au paradis. Non, nous avons nos problèmes et nos tares. Mais nous voulons ici ressortir toutes les fonctions et toutes les valeurs, toute la valorisation que nous avons sur la femme. Si les uns et les autres sont pénétrés de cela, ils auront une autre vision des rapports que nous avons avec la femme. Quand l'enfant naît, on coupe son cordon ombilical et qu'il est coupé, on l'enterre pour montrer que nous ne sommes rien. La femme est donc ce lien avec le cosmos, ce lien avec toute la généalogie. Et la femme a cette place chez nous, pourquoi? Parce que, vous savez, comme nous l'avons expliqué dans la première émission, que nous sortons de l'Égypte. En Égypte, c'est les femmes qui ont eu les plus grands pouvoirs. Je vais parler, je vais pas aller très loin, je vais aller à 4500 avant Jésus. Isis, qui était la femme d'Osiris. Quand Osiris est mort, c'est Isis qui a pris le pouvoir. Et sa sœur, qui s'appelait Nephthys, c'était elle qui était chargée des questions spirituelles, etc. Vous voyez déjà la place de la femme. Bon, ensuite, vous avez Néfertiti. Tout le monde a entendu parler de Toutankhamon. Toutankhamon, c'est la fille de Néfertiti, dont le père, c'était Akhenaton. C'est une femme qui a eu un rôle extrêmement important dans notre histoire. Quand nous revenons maintenant sur la dynastie des Bina, donc à quoi appartient les Boum, les Tikar, les Bamileke, le Nord-Ouest, etc., je vous ai expliqué dans la précédente émission que c'est une femme qui s'appelle Wouten qui a fondé cette dynastie. Vous voyez encore, c'est la femme, etc. Donc, c'est pour maintenir tout cela que nous tenons au cordon ombilical. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques clichés de ce rôle quotidien de la femme qui lui donne justement d'avoir cet impact-là? Le mets le plus prestigieux à l'Ouest, c'est le tarot. C'est-à-dire que quand vous recevez vos amis prestigieux, vous avez
tout un panel de nourriture, etc. Mais il faut qu'il y ait le tarot. Et le tarot, pour paraphraser les gens qui ont utilisé l'expression le riz c'est la sauce, en réalité c'est que le tarot c'est la sauce. C'est-à-dire que quand on vient chez vous, si on mange le tarot, si les gens ne sont pas contents ou s'ils ruminent après, ça pose problème par rapport à votre statut social. Pas statut social, ça n'a rien à voir avec le matériel. Je veux dire en tant qu'homme, homme avec grand H, pour parler comme nos parents. Alors, le tarot, c'est donc le mets le plus prestigieux, mais il y a deux sauces pour le tarot. La sauce jaune et la sauce noire. Mais chez nous, ce n'est pas la femme qui fait les sauces. La femme ne fait que le tarot. Et l'homme fait les deux sauces. Quand vous avez été jeune étudiant, vous avez été en Occident, vous êtes avec votre copine, elle vous dit non, tu n'es pas un garçon galant parce que tu ne laves pas les assiettes avec moi. Bon, je voudrais savoir s'il lavait les assiettes avec une femme, c'est plus élégant ou c'est plus galant que de préparer la sauce du tarot quand elle ne pique que le tarot. Parce qu'on lui donne tout cet honneur. Si vous prenez par exemple les sièges à 3 pieds, pour qu'un garçon s'assoie sur les sièges dans le pays bamiléké, dans les sièges à 3 pieds en général, ou les autres, il doit être initié au niveau du terreau familial. Mais la femme peut s'asseoir sur le siège à 3 pieds. Tout ceci parce que nous rendons hommage à la fondatrice, à Wuten, à Nefertiti, à Isis, etc. Comment le mariage, à travers cette relation qui unit l'homme et la femme, donne à la femme une place capitale dans la vie sociétale? Bon, ce qu'il faut retenir chez nous, c'est que fondamentalement, dans notre cosmogonie, comme nous expliquons dans la première mission, cosmogonie veut dire vision et expression de l'univers. Le mariage en Occident, c'est un contrat. Ça veut dire que c'est comme un contrat de loyer. Vous signez un contrat, le bailleur demain peut dire que je ne veux plus vous faire trop de bruit chez moi, je veux que vous sortiez. Ou alors vous pouvez dire que je sors parce qu'il y a de l'eau qui coule, j'ai demandé au bailleur de faire les travaux. Le contrat n'est pas respecté. Le contrat n'est pas respecté, vous dénoncez le contrat et vous sortez. Chez nous, le mariage, c'est un pacte, ce n'est pas un contrat. C'est-à-dire que le mariage ne finit pas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divorce. Il y a le divorce chez nous. Nous l'appelons Nokrumtshio. Traduction littérale, fuir le sang. Nokrumtshio, fuir le sang. Ça veut dire que chez nous, par exemple, on n'a pas le droit de taper sur une femme. Si vous battez une femme, donc vous lui manquez, c'est-à-dire que vous outrepassez vos droits, vous la tapez, elle peut quitter le foyer. Et quand elle quitte le foyer comme ça, elle n'a plus de devoir envers son mari, envers vous. Alors pour qu'elle revienne en mariage, il faut des rituels qui durent parfois 2 ans. Donc le mariage ne finit pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant qu'elle est là-bas, si vous ne faites pas le rituel pour qu'elle revienne, si elle meurt, c'est chez vous qu'on va toujours l'enterrer. Même si au bout des 2 ans, vous n'avez pas fait ce rituel et que la femme maintenant trouve un autre homme, elle a le droit de faire des enfants avec cet homme. Elle dit de faire même autant d'enfants qu'elle veut, de vivre avec cet homme. Mais le jour où elle va mourir, on viendra toujours l'enterrer chez vous. Parce que c'est avec vous qu'elle a fait le mariage, le pacte, etc. Voilà une image, par exemple. Vous avez ces 2 tam-tams. Le gros tam-tam, nous l'appelons Ka. L'autre s'appelle Tm. En français, on appelle ça le tam-tam femelle, le gros. Celui qui a les 3 pieds. L'autre, c'est le tam-tam mâle. Vous voyez que le mâle n'arrive pas à rester debout tout seul. Il faut absolument qu'il soit couché sur qu'il se repose sur une femme pour exister. Ceci scénarise et vous montre la place fondamentale de la femme. Sans la femme, l'homme n'est rien. C'est ce que ça nous montre. Très bien. Revenons donc dans quelques dérivés du mariage ou alors quelques facettes du mariage. La considération de la polygamie, notamment dans la culture bamiléké, qui rencontre souvent des oppositions avec la culture occidentale. Chez nous, au-delà de cette importance de la femme que vous venez de nous signifier, il y a que la polygamie est quand même de mise dans nos sociétés, notamment la société bamiléké. Est-ce à dire que l'homme va s'appuyer sur plus d'une femme pour trouver son équilibre? Plusieurs de nos intellectuels ont écrit des livres assez édifiants sur nos rites et cultures à propos de la polygamie, etc. Pour montrer que la polygamie, c'est une grande école de solidarité.
Bon, ça peut pousser à discussion, parce que l'Occident va nous dire non, le mariage c'est un homme et une femme. Mais nous avons vu, on peut prendre des exemples même de chefs d'État en Europe, on dit qu'il est marié, mais on voit qu'il a 3 ou 4 maîtresses. Chez nous, ici, on a vu des femmes occidentales qui ont accepté de vivre cette polygamie. Je prends le cas, par exemple, de la chefferie à Banganté. Ce cas que vous évoquez, c'est le cas de Dick Bergerac. Elle a agrégé des universités françaises et elle est venue, après ses 36 ans, épouser le roi Baranté, etc. Je veux dire, on ne va pas dire qu'elle est idiote, et elle explique dans son livre « Ma passion africaine ». Alors, quand vous dites un homme doit épouser une femme, les 40% là, épousent 40%, les 20 autres pourcents de femmes font quoi? Premier problème. Deuxième problème, la femme est en général plus vite mature que l'homme. Donc voilà l'intérêt sociologique du mariage. C'est la perception traditionnelle de nos us et coutumes, n'est-ce pas, de la polygamie. Oh, maintenant, il n'y a que dans notre société, la femme continue, notamment la société bamileke, d'impacter à un niveau, n'est-ce pas, les noms qu'on donne aux enfants. Et on y retrouve souvent des noms de femmes ou de familles de femmes qui prennent beaucoup plus d'ascendance sur la progéniture. Absolument. C'est avec le contact avec la civilisation judéo-chrétienne que nous avons appris ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous appelez M. Dobo, on demande quel est le nom de votre femme. Vous dites Madame Dobo. Quand votre enfant arrive à l'école, on dit quel est ton nom? Il dit je m'appelle Dobotel. Quel est le nom de ton père? Il s'appelle Dobotel. Quel est le nom de votre mère? Dobotel. Mais enfin, la femme, votre femme, quand elle vous épousait, elle avait un nom. C'est pas comme ça en Occident. Donc nous avons essayé de nous arrimer à nos cultures. Et vous dites que dans nos sociétés traditionnelles, notamment l'organisation sociétale Banjoun, cet élément que vous évoquez là est de mise. La femme ne perd pas son identité primaire. Non seulement elle ne perd pas son identité primaire, mais chez nous, le prénom de l'enfant, c'était toujours le nom de la femme. On dit par exemple, je prends le nom de le cas de Banjoun où nous sommes, Fotso Mesudon, qui était le grand-père du roi actuel. Mesudon, c'est le nom de sa mère. Kamga Menawa, le roi Kamga. Menawa, c'est le nom de sa mère. Dans nos us et coutumes, le prénom de l'enfant, c'était toujours le nom de la mère. C'est avec l'Occident qu'on nous a amené des prénoms que nous ne maîtrisons même pas, dans des ordres que nous ne maîtrisons pas, etc. On convient donc de l'importance de la femme dans nos sociétés, à travers même déjà l'impact qu'elle donne sur l'identité même des enfants, lesquels enfants elle socialise à travers des jeux, à travers des enseignements. Et nous allons vous offrir, chers téléspectateurs, une illustration de ces quelques jeux qui participent, n'est-ce pas, à l'éveil de ces enfants. Et c'est à travers ce jeu qu'on appelle le Ndjam Kolopa. Hein, on s'efforce de prononcer comme cela est dû. On va donc inviter quelques jeunes enfants qui vont venir ici à tour de rôle, n'est-ce pas, participer à ce jeu. Et nous, on vous retrouve tout juste après. Socialisation, concentration, cela fait partie des multiples tâches de la femme dans nos sociétés traditionnelles, en pays bamileke et dans le milieu Banjoun. Nous allons maintenant toucher un côté très sensible de l'organisation sociétale dans les chefferies Banjoun, dans les royaumes, dans les chefferies bamileke, dans le royaume Banjoun. Il s'agit de la notabilité. J'ai envie de citer cette expression ou alors ce terme de manveu, j'espère que je prononce bien, meufo, qui est très souvent récurrent en pays bamileke. Donnez-nous quelques clichés de la force ou alors de la présence de la femme dans la notabilité. Bon,
disons que cela pourrait demander pratiquement toute une émission. Quelques clichés, quelques clichés. La femme, a priori, ne semble pas être très mise en avant. Je dis bien a priori, ne semble pas très mise en avant par rapport aux sociétés d'initiation qu'il y a. Mais ce n'est qu'un leurre en réalité. Parce que nous avons par exemple la confrérie des femmes qu'on appelle le Messou, qui est une très forte confrérie à Banjul, par exemple. Pas seulement à Banjul. Nous avons le statut de la femme qu'on appelle par exemple la reine-mère. Imaginez deux jeunes qui se marient, ils se connaissaient à l'école ou à l'université. Ensuite, ils ont 25-30 ans, ils se marient. Ils ont 10 ans de mariage, donc ils se retrouvent à 35 ans, ou de 25 ans à 35 ans. Et subitement, sa grand-mère meurt, et on lui dit que sa grand-mère, c'était une meufou. Et c'est elle qui est supposée être l'héritière. Quand un homme épouse une femme, normalement, c'est-à-dire qu'il y a la cérémonie de mariage, le jour où cette femme meurt, on l'enterre chez son mari. Mais maintenant, dans le cas que nous évoquions tantôt, cette femme, elle est devenue reine. On ne l'enterre plus chez son mari parce qu'elle n'a plus de mari. Attention, quand on dit elle n'a plus de mari, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus avec son mari, entre guillemets, son homme. Elle est toujours avec son homme, etc. Mais celui-là, comme je vous ai dit, ne peut plus revendiquer en public le droit d'être son mari. Il dira que j'habite chez cette femme. Et le jour où cette fille-là, où cette femme-là va mourir, on ne va plus l'enterrer chez son homme, qui est ce qui se passe chaque fois. Quand une femme meurt, on l'enterre chez son mari. On va plutôt l'enterrer dans sa concession, pas dans la concession de son mari. Ça vous donne le pouvoir et le droit de la femme. Alors, on parle de femmes, on parle de ces titres de notabilité, mais on peut aussi s'imaginer qu'il y a certainement des cercles dans lesquels la femme s'exprime le mieux et qui influence la société. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le Messou qui est une confrérie qui est très forte, qui va d'ailleurs prester lors de Moussem-Todjom, etc. Il y a d'autres, et les femmes ont plein d'organisations individuelles. Comment on y accède? Toutes les femmes peuvent y accéder ou bien il y a une catégorie de femmes qui accèdent à cette confrérie? Comme pour toute chose chez nous, la forme pyramidale est toujours respectée. Alors, nous allons terminer cette autre capsule sur les us et coutumes locales, nationales, Bamileke et puis Banjul, à travers une question qui fait toujours beaucoup de débats et qui quelquefois traîne aussi beaucoup de passion et même parfois de douleur. Nous allons parler de ces questions de veuvage avec M. Kamzoum Albert dans un instant. Nous allons donc, avec vous, M. Nono Defo, évoquer ces tresses que nous voyons sur ces jeunes demoiselles qui sont aussi illustratives. Ces tresses-là, n'est-ce pas, des traits de beauté de la femme, mais surtout qui ont des significations plus profondes. Alors, nous parlons donc de la femme et de la place de la femme. Les tresses, avant, donc, au temps de Fofoso Messoudom, qui est un des rois Banjul, les très grands notables pouvaient avoir l'autorisation, pour certains, au niveau des rois, de se tresser. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu parce que on pensait à ce moment-là encore à la reine Moutaine, telle que vous voyez avec les tresses, etc. C'est un élément extrêmement fort. Donc, c'est uniquement réservé aux femmes. Vous avez 3 filles là, elles ont 3 modèles. Il y a plus de 200 modèles de tresses. Les tresses, c'est ce qu'on appelle en mathématiques les fractales. C'est grâce aux tresses qu'aujourd'hui, vous avez votre téléphone portable sans antenne. Je ne vais pas entrer dans ça, s'appelle les fractales. Les fractales, c'est quoi? Ça veut dire que c'est des figures géométriques gigottes qui permettent de faire un nombre incalculable de choses. Et les fractales ne se voient que dans l'architecture africaine. C'est nos parents qui l'ont inventé, c'est-à-dire nos parents africains. C'est nous, les Africains, qui les avons créés, qui avons créé les fractales, etc. Comme vous avez vu sur la tête de Routin, comme vous voyez la tête de ces enfants. Et ce sont les femmes qui tressent les autres femmes. Ce n'est pas les hommes. Ça vous donne le pouvoir et la place de la femme. Si on a le temps, dans le cadre d'autres émissions, maintenant on pourra parler de ces fractales-là, qui est un sujet scientifique extrêmement poussé qu'on enseigne aux élèves à partir de Bac plus 4, Bac plus 5, etc. Vous parlez de fractal, on reviendra peut-être sur cette notion-là, mais c'est aussi paradoxalement un trait de beauté qui très souvent leur est retiré pendant les rituels de veuvage, et cela nous donne l'élément de transition pour voir
de quoi il est question dans ces rites de veuvage qui font souvent couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de polémiques. Certains le vivent avec beaucoup de quiétude et de fierté, d'autres parfois dans la douleur. On parle parfois un peu d'exagération ou alors de maltraitance pour quelques-unes. Qu'en est-il exactement de cette question de veuvage qui met la femme au centre, n'est-ce pas, du débat? Bon, merci de me passer la parole. En ce qui concerne le veuvage, je dois dire que c'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre, comme vous dites. C'est vrai. On nous a toujours expliqué comment maltraiter les femmes. Ça, c'est aussi vrai. Et c'est ce qui m'a fait me pencher un peu sur ce thème-là et faire des recherches. Quand vous perdez votre être cher, le premier rite que vous subissez, c'est couper vos perles. Parce que les femmes avaient une parure, les perles, et son mari était seul à pouvoir voir ces perles-là. Surtout quand... C'est-à-dire autour des reins. Autour du rein. On en voit encore aujourd'hui des signes de beauté chez quelques femmes. Dans ce temps-là, ce n'est que dans la chambre conjugale que son mari pouvait l'observer. Donc le premier acte consiste à couper ces perles-là pour dire que ça ne va pas. Chez l'homme, on coupe sa ceinture. Donc on fait également la même chose quand l'homme perd sa femme. Bon. Lui aussi, il a une ceinture autour des reins qu'on coupe lorsqu'il perd son épouse. J'en ai vu, on coupe le pantalon en bas et puis on vous ceint avec une étoffe blanche. C'est ce que j'ai vu de mes yeux. Voilà, donc l'homme subit également les rites de veuvage quand il perd son épouse. Le deuxième rite, c'est que vous allez vous priver de beaucoup de choses. Ne plus boire, ne plus manger ce qui est préparé. Bon, bref, vous entrez dans une période de chagrin. Je ne dirais pas de pénitence, parce que la pénitence chrétienne suppose que tu as fait une faute, que tu reconnais et que tu promets ne plus reprendre. Mais ici, c'est le chagrin, vous dites. Ici, c'est le chagrin. Quel est l'objectif justement visé derrière tout ce rituel? La finalité du rituel, c'est se purifier pour recommencer une autre vie d'intimité. J'ai l'impression que si vous ne voulez pas recommencer une vie d'intimité, ce n'est pas une obligation. J'ai vu un homme qui dit à son épouse, si je meurs, ne fais pas le rite de veuvage. Mais si tu meurs, je vais le faire. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se remarier, mais il est jaloux jusqu'à la mort. Il interdit à son épouse de connaître une autre vie intime. Oui, un peu. Bon. Maintenant, vous ne vous couchez plus sur le lit, vous vous couchez plutôt sur des feuilles de bananier mortes qu'on a mis au sol. Il semble que ces feuilles sont aussi protectrices. Quand vous faites l'enterrement, ça démarre juste après. Mais les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils partent après l'enterrement. C'est en ce moment que vous commencez les rites de veuvage. Je voudrais ajouter quelque chose là. Les rites et les rituels chez nous ont une fonction symbolique. Je veux dire, on dit par exemple, vous n'allez pas faire ceci, mais nous ne sommes pas comme les djihadistes. Ça veut dire que si vous ne faites pas, on va vous couper la tête. Je prends un cas, par exemple dans le cas du veuvage, là, il y a laver la veuve. En réalité, la femme chez nous est totalement libre. Ce rituel-là se passe comment? La femme ou les femmes du mourant s'assiedent comme ça et le nouveau mari traverse leurs pieds en public. Donc il a pris pour épouse ces femmes, voilà. Mais forcément, il n'est pas allé à l'acte avec. Elle n'est pas obligée de faire l'acte sexuel avec lui. Quand vous le dites, on s'imagine quand même qu'il arrive des scènes de veuvage où des héritiers héritent pour épouse, je ne sais pas moi, des femmes plus âgées, parfois même des mamans dans les concessions. Si vous prenez la succession, vous êtes jeune. La meilleure politique, c'est d'orienter les plus vieux vers vos oncles. L'objectif, c'est qu'aucune veuve ne se fâche. C'est-à-dire, se sentent lésés. Voilà, ne se sentent lésés. Si vous orientez même toutes les veuves sur les autres, vous êtes peinard tranquille. Vous voyez, donc, vous pouvez garder la plus jeune et orienter les autres. Mais sinon, tant que vous n'avez pas lavé la veuve, comme il dit, c'est un problème. Le rite le plus difficile, c'est le rite de culpabilité. C'est-à-dire, vous devrez prouver que vous n'êtes pas responsable du décès de votre conjoint. Ça se fait il y a des façons de consulter avec les courriers et tout ça. Il y a les rites d'initiation au feu, c'est-à-dire il y aura un moment où on va donc faire le feu, reprendre
vous reprend sur les feuilles pour vous remettre sur un nouveau lit. Et tous ces feuilles-là, on les regroupe. Il y a un rongeur qu'on va mettre dedans. Et toutes les détritus, on brûle. Vous devez sauter dessus. Et quand vous sautez, ça se passe généralement en enceinte restreinte, fermée. Parce que vous êtes devant des personnes mûres, vous êtes nus. Et à ce moment-là, on en profite pour voir l'état de la femme quand c'est une femme. Parce que si jamais elle porte un enfant dans les seins, cet enfant aura certains noms. Les Magua ou bien les Marcelo, tout ça. Il y a des noms prévus pour. Après, dans ce rite, la femme va aller se laver. Mais le plus difficile, et c'est là où j'ai trouvé que c'est, heureusement on l'a changé, ce rite, c'est qu'il devrait prendre les détritus là et aller jeter là où il ne peut plus voir. Donc il va le plus loin possible étant nu. Ça, c'est assez pénible. Mais parce qu'il faut parfois parcourir des étendues dans le Mais village. on a réduit tout ça pour ramener à ce que tu jettes peut-être à la limite de la concession ou des choses de ce genre. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous allez vous laver. Au retour, vous allez vous revêtir. Il est vrai, bon, dès le début, vous êtes rasé et tout. On va vous faire encore subir des rites de rasage, parce que ce n'est pas que la tête qu'on va raser. Et les détritus que vous êtes allés jeter... Il faut peut-être que nos téléspectateurs comprennent. On va raser la femme, on lui rase même ses parties intimes, on rase la tête, ainsi de suite. Oui, il y a quelqu'un qui vous initie, c'est-à-dire l'officiant quand c'est un homme ou l'officiant quand c'est une femme. Et alors, vous allez peut-être... Nous sommes par exemple à 3, ce que j'ai vu. Justement, elle s'approche de la femme, elle se met entre ses deux jambes. Celui qui est à côté ne voit pas ce qu'il est en train de faire, l'autre ne voit pas. Mais il lui intime l'ordre de... Il commence. Après, elle peut faire ça à côté. Mais il faut que ce jour-là... Ce soit l'initiant qui commence. Alors, voilà. Un petit détail, vous allez terminer. Vous avez évoqué la vérification de l'origine du crime ou bien de l'origine de la mort. Oui. Comment cela se passe? Parce qu'il y a très souvent des polémiques autour de qui a tué, qui n'a pas tué. Comment cela se passe? Il faut savoir que chez les Bamileke, il y a toujours des méthodes pour consulter, pour savoir si c'est vrai, pour savoir si c'est bon, pour savoir si on peut continuer. Je n'ai pas apporté les coris, mais je peux te montrer les coris. Il y a même parfois une forme d'autopsie traditionnelle qu'on fait souvent. C'est pas chez tous les Bamileke ne font pas l'autopsie. Ça, c'est beaucoup plus dans la main noire, l'autopsie. Bon, maintenant, quand vous revenez, vous prenez les nouveaux habits, vous allez jeter la canne du veuvage chez quelqu'un où il y a un deuil pareil. Et maintenant, vous revenez prendre un sac, on vous donne un sac. Et on dit qui a acheté le sac de veuvage. En réalité, si on vous pose cette question, ça veut dire qu'on va savoir quel est votre prochain mari. Il y a un élément important où j'ai vu aussi qu'il y avait des supplices, c'est que le matin, il faut aller promener le veuvage. Donc, elle est devant, elle fait les gestes comme si elle avait des fourmis partout. Et on a mis des petits enfants derrière qui lui fouettent les mollets. Elle va jusqu'à la route et elle revient. Tous ceux qui la reconnaissent dans le bon sens lui mettent quelque chose dedans, ainsi de suite. Et elle reprend comme ça un peu la vie active. Donc la société vient en aide à cette femme qui est supposée être seule pour l'aider à se reconstruire. On l'aide à se reconstruire. Celui qui l'entraîne, celui qui l'initie, l'amène maintenant au champ pour replonger ses mains, comme on dit. Elle peut recommencer à cultiver, elle refait toutes les activités d'avant. Alors, monsieur Nono Defo, on va clôturer cette autre capsule, n'est-ce pas, de l'émission intitulée Autour du feu. On le rappelle pour nos téléspectateurs, en prélude au Symposium 2017. On rappelle également que M. André Siaka est le président du comité d'organisation de ce Symposium 2017, lequel Symposium se passe tout naturellement sous la supervision générale du roi Bandjoun, Sa Majesté Jomo Kamga, qui vous donne sa bénédiction dans cette initiative. Alors, on a clôturé avec la femme, on a clôturé avec son importance, ses traits de beauté. On a parlé de la reine Wouten Mefo. Qu'est-ce qu'on peut dire avec le détail que vous allez ajouter de manière succincte sur la place centrale de la femme en société Bandjoun? Quand vous allez voir les hommes poser, ils vont vous dire « Ah, les femmes, c'est quoi ?»
Et quand il a un problème, il dit Yemale. Yemale veut dire oh, ma mère. Il n'y a pas d'expression en Bala qui dit Yetale. Il n'y a personne qui crie le nom de son père quand il a un problème. Vous comprenez? Voilà, Yemale, on peut le dire ainsi. Et avec ça, on va clôturer. Merci encore de votre attention pour cette nouvelle capsule en prélude au Symposium 2017. On espère vous retrouver aussi nombreux pour la prochaine avec une autre thématique, toujours consacrée à nos us et coutumes, toujours consacrée à la valeur de nos us et coutumes. Merci et bonsoir. Restez scotchés sur les antennes de Canal 2 International.